Je suis ravie de vous retrouver sur le plateau télé des RCFR 2017 pour un nouvel Open Talk. Professeur Jacques Cadranel, bonjour. Vous êtes pneumologue, chef du service de pneumologie à l'hôpital Tenon, qui est donc un centre expert en oncologie thoracique. Vous avez participé à la plénière sur l'accès précoce aux innovations. Donc, je le disais en préambule, vous êtes pneumologue. On va donc parler du cancer du poumon. Ma toute première question, c'est quels sont les différents types de cancers ? Alors, tout d'abord, c'est 40 000 nouveaux cas de cancer du poumon en France. Et on en discutait juste avant, hein, c'est malheureusement le mauvais élève. Hein. On est, en termes de guérison ou de survie à 5 ans, dans le bas de l'échelle, environ 15% à 5 ans. C'est très hétérogène. Le poumon, c'est quelque chose de complexe. Il y a des bronches, il y a les alvéoles. C'est recouvert par des cellules. Toutes ces cellules peuvent se transformer en cancer. Et on distingue deux très grandes catégories. Les plus fréquents, le cancer bronchique non à petites cellules, et puis les cancers neuroendocrines, en particulier à petites cellules, 15 à 20%. Et donc le gros morceau, c'est les non à petites cellules. Voilà. Quelle est leur prévalence, professeur ? Alors j'ai 40 000, 40 000 80% de 40 000. D'accord. D'accord. Okay, on fera Je fais un calcul, 32 000, une trentaine de milliers. Et le taux de survie, vous disiez malheureusement, c'est un des cancers qui se soigne. Alors qui se soigne bien, qu'on guérit le moins bien. Voilà. D'accord, hein, donc on a une énorme possibilité aujourd'hui thérapeutique offerte aux patients. Bon, alors quel est le stade le plus fréquent au niveau du diagnostic ? Parce qu'en préparant effectivement votre interview, j'ai vu que c'était un cancer, on va dire, pas asymptomatique, mais en tout cas, voilà, les symptômes ne viennent pas tout de suite. Alors malheureusement, effectivement, très schématiquement, on distingue trois types de situations. Le cancer, dont le doigt peut faire le tour autour de la radio, c'est ce qu'on appelle les cancers localisés, hein, facilement opérables. Les cancers qui sont déjà plus étendus, mais qui restent localisés à l'intérieur du thorax. Et puis, les cancers qui sont malheureusement étendus en dehors du thorax. Et donc, finalement, si on fait la somme des patients pour lesquels la maladie est étendue en dehors du thorax, et ceux pour lesquels, bien qu'ils soient dans le thorax, on ne peut pas les opérer, on ne peut pas faire de rayons, ça représente environ 60 à 70% de ces malades au diagnostic. Et effectivement, ce diagnostic est souvent très tardif parce qu'on peut avoir une petite tumeur dans un poumon qui n'est pas du tout symptomatique, hein, les gens ne vont pas être gênés, qui va rapidement faire développer des anomalies ailleurs, des métastases comme on dit. Alors, on assiste actuellement à un virage de la médecine personnalisée. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors, d'abord, je pense qu'il faut séparer la médecine personnalisée de ce qu'on appelle la médecine de précision. La médecine personnalisée, c'est de se dire qu'en face de soi, on a toujours un malade, une personne, avec un sexe féminin qui n'a pas envie de perdre ses cheveux éventuellement, un statut d'état général, des maladies associées, une préférence. Ça, c'est la médecine personnalisée. Et puis, la médecine de précision, c'est déjà de dire qu'il y a des cancers à petites cellules et à non petites cellules. Et parmi les cancers, par exemple, à non petites cellules, on a aujourd'hui la possibilité d'aller rechercher des biomarqueurs, des petits drapeaux qui seraient présentés par les cellules cancéreuses, qui vont nous orienter avec précision vers une stratégie thérapeutique. C'est ça la médecine de précision, c'est au sein d'un tissu tumoral, être capable de reconnaître un type particulier de ces cellules qui vont être sensibles à un type particulier de traitement. Alors, comment se fait cette recherche, j'allais dire, de marqueurs spécifiques ? Alors, cette recherche, elle se fait essentiellement sur la base du diagnostic initial, donc on n'a pas besoin de refaire des examens, qui le plus souvent est une biopsie de la tumeur. Ça peut être simplement un grattage de cellules, et pour le moment, ça n'est pas encore sur une prise de sang. Il y a une espèce de fantasme, hein, qu'on fait un diagnostic sur une prise de sang. Non, aujourd'hui, c'est quand même la majorité des cas une biopsie ou un grattage du tissu. Ensuite, on va analyser les cellules cancéreuses, d'abord pour dire quelle est leur carte d'identité. Est-ce que c'est un monsieur, une dame ? Est-ce qu'il est grand ? Est-ce qu'il est petit ? Hein ? C'est ça, le petite cellule, non à petite cellule. Au sein du non à petite cellule, on va différencier ceux qui s'appellent les adénocarcinomes, des carcinomes épidermoïdes et des grandes cellules, des carcinomes à grandes cellules. Et puis, en particulier dans la catégorie des adénocarcinomes, qui sont heureusement les plus fréquents, eh bien, on va appliquer des techniques au laboratoire, soit ce qu'on appelle d'immunohistochimie, c'est-à-dire qu'on va colorier la cellule avec certains anticorps pour voir si elles expriment certains types de protéines, ou on va aller ouvrir la cellule, recueillir son contenu en ADN et analyser l'ADN pour rechercher des anomalies particulières qui rendraient la cellule cancéreuse sensible à un traitement.
Alors, dans ce contexte de médecine personnalisée, justement, quelles sont les nouveautés qui concernent les traitements anti-PDA en première ligne? Alors, c'est vrai que l'immunothérapie effectivement a fait une explosion dans la prise en charge des cancers du poumon. La première explosion, ça a été quand même des stratégies de prolongation de la chimiothérapie, d'adjonction de ce qu'on appelle les anti-angiogéniques, puis effectivement des thérapeutiques ciblées, surtout sur des anomalies de l'ADN, qui sont plutôt des comprimés orales, dans lequel il y a eu aussi énormément de progrès cette année. Et puis, plus récemment, effectivement, et pour une catégorie de malades d'ailleurs qui était un petit peu orphelin d'innovation, les malades qui ont des anomalies qui permettent d'avoir des comprimés par voie orale sont très généralement des non-fumeurs ou des anciens petits fumeurs. Alors que les fumeurs encore actifs, finalement, de bénéficier de peu d'innovation. Et effectivement, ces malades-là, on pourra expliquer peut-être brièvement pourquoi. Allez-y, je vous en prie. Alors, donc, la cellule cancéreuse de quelqu'un qui est très fumeur, en fait, a développé énormément d'anomalies dans ses gènes qui la font, je dirais, se différencier beaucoup plus d'une cellule normale que la cellule cancéreuse d'un non-fumeur. Okay, et donc, ces anomalies-là, en fait, elles sont normalement reconnues par le système immunitaire comme anormales parce que ce n'est pas des protéines normales du soi. Donc, normalement, il y a une réponse immunitaire, et heureusement, qui fait que ces cellules cancéreuses devraient être détruites. Et en gros, l'idée, c'est qu'à chaque instant, on fait des cancers et que notre système immunitaire les détruit. D'accord ? Et puis, à un moment donné, soit le système immunitaire se trouve épuisé par le travail, soit la cellule cancéreuse met ce qu'on appelle une cape d'invisibilité et va se recouvrir d'une protéine qui va dire « Ah non, ça, c'est comme du normal, t'y touches pas ». D'accord ? Et très schématiquement, cette protéine qui est utilisée par la cellule cancéreuse s'appelle la protéine PDL1. Okay ? PDL1. Okay ? Et donc, effectivement, quand le système de résistance à la cellule cancéreuse est mis en place par cette expression par les cellules cancéreuses de la protéine PDL1, eh bien, on peut avoir des anticorps qui vont finalement empêcher, découvrir la cellule cancéreuse, d'accord, enlever cette cape d'invisibilité. Et si le système immunitaire est encore suffisamment fort, alors le système immunitaire va pouvoir détruire les cellules cancéreuses. D'accord ? Du côté du système immunitaire, en fait, PDL1, c'est sur la cellule cancéreuse. Et en fait, en regard, de l'autre côté, il y a une protéine qui est portée par les cellules antitumorales, qui est PD-1. Et en gros, quand il y a PDL1 et PD-1 qui se rencontrent, ils s'enlacent et ça s'arrête. Et donc l'idée, c'est d'enlever PDL1 de la cellule cancéreuse pour qu'à ce moment-là, non, c'est plus le baiser amical, c'est le baiser de la mort et on vient tuer la cellule cancéreuse par le système immunitaire. D'accord. Alors, ce test PDL1, il est au cœur des discussions quand on parle de cancer non à petites cellules. Alors, effectivement, vous avez raison, il est au cœur des discussions parce que le développement de ces molécules, quand même, globalement, ont été soit fondés sur... On va orienter les malades vers ce type de traitement-là lorsque la cellule cancéreuse surexprime très fortement la protéine PDL1. D'accord ? C'est par exemple les développements de type Keynote utilisant le molécule qu'on appelle le pembrolizumab. Et puis, soit on va ne pas utiliser de biomarqueurs, et c'est le développement d'autres molécules comme le nivolumab, l'atezolizumab, l'atezolizumab ou le durvalumab. Okay ? Donc effectivement, déjà, oui, aujourd'hui, il y a une molécule qu'on peut utiliser en première ligne, qui fait mieux qu'une chimiothérapie, chez des patients qui expriment fortement sur leur cellule cancéreuse la protéine PDL1. D'accord ? Donc il est essentiel qu'au laboratoire, on puisse, dès le diagnostic de cancer, être capable de faire cette toute simple immunohistochimie pour voir si la cellule cancéreuse présente de manière forte cette protéine au niveau de sa surface. C'est une immunohistochimie anti-PD-L1. Alors justement, quelles sont les nouveautés de ces traitements ? Alors, niveau de traitement, je l'ai un petit peu dit juste avant, c'est que dans un essai thérapeutique qui a comparé chez les patients qui exprimaient, alors des patients qui ont un cancer non à petites cellules, que ce soit un épidermoïde, que ce soit un adénocarcinome, que ce soit un grande cellule, qui expriment fortement à la surface des cellules cancéreuses la protéine PD-L1, plus de 50%. On a comparé, dans le cadre d'un essai thérapeutique de phase 3, une chimiothérapie conventionnelle d'un doublet de platine avec une maintenance de traitement versus une simple monothérapie par cet anticorps anti-PD-1. Et les résultats sont très en faveur de l'anticorps anti-PD-1,
avec un doublement de la survie sans progression chez les malades qui reçoivent le médicament par rapport à ceux qui reçoivent la chimiothérapie en première ligne. Et non seulement cette survie sans progression, c'est-à-dire la survie sans événement de rechute du cancer ou sans mort pendant le traitement, est allongée, 2 fois plus allongée. Et surtout, ça permet aussi d'améliorer la survie globale parce qu'après, il y aura certainement d'autres traitements qui vont suivre. Donc il y a un effet directement de la molécule et puis un effet sur la stratégie à long terme qui améliore la survie globale. Deuxième élément, c'est que ces traitements sont plutôt mieux tolérés que la chimiothérapie en termes de nombre d'événements d'intolérance et en termes d'intensité d'événements. Donc oui, c'est une très grande réussite pour les malades qui ont un cancer du poumon. Et vous associez donc des traitements au niveau d'associations de traitement, comment ça se passe Alors, pour le moment, le développement, il est en première ligne en monothérapie chez les malades qui expriment fortement cette protéine PD-L1 sur la cellule tumorale, ou si le malade a déjà une chimiothérapie, en deuxième ligne, pour certains médicaments avec une expression au moins de 1% au niveau de la cellule tumorale, ou sans expression associée à la cellule tumorale. Actuellement, effectivement, il y a des études qui cherchent à faire des associations, en particulier des associations de chimiothérapie plus d'immunothérapie, mais aussi de 2 immunothérapies différentes, voire d'une immunothérapie plus une chimiothérapie plus des anti-angiogéniques. Donc effectivement, on est en train actuellement d'essayer d'élargir en première ligne de traitement l'utilisation de ces médicaments parce qu'on est convaincu que plus on est efficace en première ligne de manière durable, moins on va avoir un échappement thérapeutique qui va faire que la cellule va avoir plein de possibilités d'échapper au traitement. Alors, professeur Jacques Cadranel, en conclusion, vous voulez ajouter quelque chose ? Alors, en conclusion, c'est pareil, on en a parlé avant l'exposé. Le mieux, c'est quand même de ne pas avoir un cancer du poumon. Et quand même, on est actuellement dans le mois sans tabac. D'accord ? Donc, le premier combat, à mon avis, c'est d'éviter de fumer. Et si on a commencé à fumer, c'est d'arrêter de fumer. Ça me paraît être le combat essentiel actuellement. Et je le dis d'autant plus que ça commence, c'est une maladie pédiatrique. D'accord ? C'est-à-dire qu'on sait que les enfants qui ont fumé à 14 ans resteront dans plus de 60% des cas des fumeurs ensuite. Si le tabagisme arrive plus tard, eh bien, ça sera moins important. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut orienter sur les enfants. Et puis, bien sûr, je vais faire aussi quand même quelque chose autour des traitements des malades qui ont le cancer. Il y a des innovations en permanence. Ces innovations, malgré tout, en France, on y a accès de manière extraordinaire par rapport à d'autres pays, grâce en particulier à l'accès aux molécules, dans le cas des thérapeutiques, dans le cas des ATU, des RTU, comme on a discuté tout à l'heure, grâce au fait aussi que nous sommes le seul pays au monde qui offre aux malades des tests gratuits au diagnostic pour orienter au mieux leur traitement. Et ça, c'est quand même fabuleux. Voilà, je vous remercie. Eh bien, merci. Professeur, ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir répondu à mes questions. Quant à moi, je vous remercie de votre attention.